Bonjour à tous. Notre président nous en a dit deux mots tout à l'heure. On parle souvent des smart cities et de l'urbanisme. Le thème de cette première plénière, c'est la transformation et l'urbanisme. On va dire que ça fait presque un peu un synonyme, et là, pour le coup, je m'adresse en premier à Robin Rivaton. On a l'impression que la smart city passe par l'urbanisme en tout premier. Bonjour à tous d'abord, merci pour votre invitation. Et la Smart City, on la pense surtout d'abord par les réseaux, et c'est souvent ce qu'on entend, c'est-à-dire déployer des objets connectés dans l'espace urbain, tout ce qui a trait aussi au réseau de transport, tout ce qui a trait au réseau de déchets, et ainsi de suite. Moi je pense aussi que pour avoir une Smart City, il faut avoir des Smart Buildings, et c'est là où c'est beaucoup plus dur, puisque le parc notamment de bâtiments et spécialement de logements, il est très fragmenté, c'est souvent de la propriété individuelle, de la copropriété, et c'est beaucoup plus dur en réalité de mettre à niveau et d'upgrader, donc de monter en qualité ce parc-là, plutôt que le parc d'objets et d'équipements collectifs et d'équipements urbains, qui est beaucoup plus facile parce que c'est souvent un décisionnaire dans un seul espace avec des moyens publics plutôt considérables. Et donc la question, évidemment, la bonne façon d'adresser ce parc privé, ces immeubles de logement, de bureaux, de commerce, c'est effectivement les règles d'urbanisme. Et c'est à ce titre-là qu'on peut créer une smart city en ayant des règles d'urbanisme beaucoup plus audacieuses et beaucoup plus nouvelles, avec un seul mot qui me vient en tête, c'est la plus forte plasticité de notre urbanisme, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les usages des bâtiments changent très très vite, les demandes des citoyens, des habitants, qui soient consommateurs, qui travaillent dans des bureaux, qui travaillent dans des unités de production industrielle, qui dans leur lieu de résidence, changent très très vite, et donc il faut être beaucoup plus capable à la fois de mixer les usages, à la fois d'être capable de changer la destination d'un immeuble, et ça aujourd'hui je pense qu'on a une limite avec notre droit de l'urbanisme en général, et avec parfois nos PLU plus localement qui sont un peu figés et qui ne permettent pas forcément d'adapter aussi rapidement l'urbanisme et le tissu urbain aux nouveaux besoins. Et pourtant, on a bien vu que ces nouveaux besoins vont être immenses. Demain, on va avoir de la livraison par drone. Où est-ce qu'on crée les plateformes pour accueillir ces véhicules-là en centre-ville? On va avoir des véhicules autonomes qui vont circuler en permanence. Donc, qui dit circulation en permanence dit besoin d'entretien et de maintenance beaucoup plus important. Où sont les garages pour demain les entretenir, ces véhicules, et ainsi de suite. On a tout un ensemble de nouveaux besoins qui vont émerger, et on n'a pas forcément un droit de l'urbanisme qui nous permet de transformer les immeubles dans le parc privé, encore une fois j'entends, ces immeubles du parc privé, de manière aussi efficace qu'il le faudra. Du coup, on va peut-être passer à un côté plus pratique. Monsieur Frémont, comment, quand on est énergéticien et on se retrouve avec ce que vient de dire Robin Rivaton, comment est-ce qu'on imagine les services de demain et la ville de demain? Bonjour à tous et à toutes, et très heureux de me retrouver encore parmi vous cette année. Je crois que peut-être en préambule, Daniel Sperling et puis Carlos Moreno ont rappelé les enjeux essentiels à partir desquels je vais répondre à votre question, à savoir que globalement, la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans les villes. Et les villes, par leur densité, puisque vous m'interrogez sur le champ énergétique, les villes, par leur densité, sont extrêmement vulnérables aux phénomènes climatiques extrêmes. Donc, en clair, penser la ville du futur, et pour répondre à votre question, c'est d'abord se projeter dans un monde où le climat aura changé. C'est anticiper un nouveau modèle de production, où les besoins énergétiques seront différents. Et puis, c'est d'ores et déjà appréhender différemment le développement territorial. Et donc, comment construire des villes, comment s'adapter à l'augmentation de la température, à sa baisse, ou encore à des crises climatiques, les inondations, les tempêtes, les canicules. Ce sera là le défi du XXIe siècle. Et je pense que ces sujets-là font écho aux préoccupations locales, bien entendu. Après, c'est une affaire de vocabulaire pour les réponses attractivité, résilience, durabilité, sobriété, responsabilité. Chacun regorge d'imagination pour qualifier la ville de demain. Et on voit pour l'instant, c'est le début, en fait, une difficulté à produire un imaginaire collectif dans les dimensions que je viens d'évoquer. Alors pour EDF, la ville de demain, c'est d'abord l'intelligence de penser sa capacité d'adaptation au changement naturel,
en faisant la promotion d'une énergie bas carbone, puisque la seule façon de lutter contre le changement climatique et la production de gaz à effet de serre, c'est de baisser la production de carbone, et c'est lutter contre l'utilisation d'énergie fossile. C'est la seule façon très concrète de lutter contre le changement climatique. Ensuite, je crois que ce sera adossé, ça vient d'être rappelé, par une intelligence technique. On doit penser des architectures nouvelles. On doit penser autrement en termes de bâti bioclimatique, d'énergie, de mobilité, d'espace vert. Donc là, il faut adapter la ville et sa planification en personnalisant, en ayant des solutions extrêmement concrètes et adaptées à des enjeux locaux, plus qu'en imaginant à les standardiser. Je crois que ça, c'est un point important que nous pourrons réévoquer ce matin. Et puis, ça portera, on n'en parle jamais assez dans la Smart City, sur notre intelligence collective, car elle sera façonnée par des écosystèmes. Jean-Christophe Tortora l'a rappelé dans son introduction, des écosystèmes locaux avec des esprits, des talents, tous ceux qui vont localement inventer un avenir commun. Et donc ça va associer, je pense, un certain nombre de parties prenantes beaucoup plus larges que ce qui existe aujourd'hui au travers des compétences techniques ou des expertises qui sont produites, c'est-à-dire des élus, évidemment, qui pilotent la maîtrise d'ouvrage des territoires, mais aussi des urbanistes, des aménageurs, des architectes, des promoteurs, qui vont sortir les uns et les autres de leur couloir de nage pour bâtir la ville de demain. Voilà ma réponse. Merci. On parle de Marseille, mais Marseille est le cœur de la métropole, et il y a des territoires se structurent en métropole. Là, c'est une question plutôt collective. En quoi est-ce que la métropolisation, finalement, influe sur la pensée urbaine ? Jean-Luc Chauvin. Je vais peut-être prendre l'occasion de cette question pour poser le débat un peu différemment. D'abord, la métropolisation, c'est l'effet naturel des 50% des gens qui vivent ensemble. C'est le 21e siècle. C'est le mieux vivre ensemble. C'est le partager. C'est la conception nouvelle des conurbations de gens qui vivent et qui partagent. Contrairement à ce qu'on croit, le 21e siècle, c'est le siècle de l'expérience. C'est le siècle du... Il y a un bouquin qui a été écrit par un entrepreneur très récemment qui s'appelle Street Experience. C'est globalement comment on va mieux vivre ensemble. Et tout ce qu'on dit sur la Smart City, c'est comment l'implication de l'énergie, comment l'implication de l'urbanisme, comment l'implication des bâtiments vont pouvoir nous permettre de mieux vivre ensemble dans des espaces géographiques où on va être de plus en plus nombreux parce qu'il y a une concentration dans les métropoles. Donc première chose, 21e siècle, siècle des métropoles. La compétition aujourd'hui mondiale n'est qu'une compétition de métropoles. Deuxième sujet, qui va avec ça. Permettez-moi, je suis rentré peut-être très haut pour revenir, mais deuxième sujet, c'est quoi ? C'est que ce qui fera la différence, c'est les endroits où les habitants auront une expérience supérieure à ailleurs. C'est là où on rentre dans l'expérience. L'expérience, c'est quoi ? Ce qu'on disait, c'est le mieux vivre ensemble, c'est tous ces éléments. Et donc, la responsabilité collective de tous ceux qui participent à la construction de la métropole, les politiques, les entrepreneurs, c'est de créer la meilleure expérience possible de vie ensemble pour les citoyens. Et on est tous citoyens. Donc ça veut dire qu'ici, si on veut pouvoir aller plus loin, si on veut se comparer, si on veut devenir une grande métropole mondiale, on doit rêver grand. On doit rêver très grand. Et chacun doit comprendre que ce n'est plus les politiques qui vont faire la ville de demain. Ils n'en ont pas les moyens. Ils vont juste donner les autorisations, donner les orientations et créer le lieu. Par contre, si on rêve grand, comme il y a beaucoup d'argent sur la planète, on va aller chercher les investisseurs qui vont faire grand. Je regardais il y a 48 heures un film, un petit film vidéo, je vous engage à regarder. C'est le projet de rénovation de l'aéroport de Singapour. Quand vous aurez vu ça, vous aurez compris. Ils ne font plus un aéroport. Il faut une zone dans laquelle on va vivre une expérience quand on attend dans un aéroport. Et du coup, ça ne sera plus du tout ennuyeux d'attendre dans un aéroport. Mais du coup, ils vont connecter le monde. La réalité, c'est que ça coûte très cher. Mais le problème, ce n'est pas l'argent aujourd'hui. L'argent, il est disponible. C'est d'avoir l'envergure, d'avoir les projets. Et pour ça, il faut jouer collectif, il faut faire un certain nombre de choix. Donc oui, les métropoles sont l'enjeu du 21e siècle, mais dans les métropoles, pas toutes les métropoles réussiront. Pourquoi certaines réussiront mieux que d'autres ? Parce qu'il y aura cet terrain de jeu naturel, cette expérience. On a beaucoup d'avantages ici à Marseille, mais encore faut-il peut-être qu'on accepte de passer à la phase supplémentaire, qu'on accepte de rêver grand, indépendant, et qu'on aille chercher
les grands éléments, et que nos aménageurs publics ici et nos élus mettent juste le cadre. Et qui laissent, et c'est essentiel, faire l'expérimentation. Parce que c'est quoi une Smart City ? C'est quelque chose où on ne fait que des tentatives, des essais de ce qui marche bien, mais ce qu'on va faire demain, qui sera très bien après-demain, ça sera remettre en cause le surlendemain. C'est ce que disait Robin tout à l'heure. En fait, tout va être remis en cause sans arrêt, les usages vont changer. Donc il faut, si on veut être une grande métropole, qu'on soit capable d'expérimenter. On a le tissu entrepreneurial, on a le tissu intellectuel, on a les outils naturels pour faire une expérience positive avec le territoire, la mer, tout ce qu'on connaît déjà, hein, d'accord, tout ce qu'on dit quand on dit on est béni des dieux. On a le terrain de jeu naturel pour réussir. Il faut qu'on rêve grand tous ensemble et qu'on soit conscient que ce n'est pas les uns ou les autres qui pourront faire, c'est vraiment la collectivité et chacun bien à sa place. Voilà moi sur ce problème-là. Alors vous avez évoqué l'expérimentation et le terrain de jeu. Du coup, j'aimerais bien avoir l'avis de Rémi Costantino, puisque Euroméditerranée a déjà réfléchi sur le renouveau urbain de Marseille il y a 20 ans. Là, il y a une nouvelle phase qui s'ouvre. Tout ça, comment est-ce que vous repensez du coup des nouveaux projets ? Effectivement, l'écho à ce que vient de dire le président Chauvin sera direct. On a réussi en 23 ans, et le on est essentiel, j'y reviendrai après, la transformation d'un territoire dans lequel personne n'aurait rien parié. Voilà, celui de la Joliette, pour faire simple. On y a fait d'abord des opérations de renouvellement urbain, de mutation du tissu, avec des logements notamment, 8 000 créés et 5 000 rénovés, mais surtout, peut-être que vous connaissez mieux, un quartier d'affaires. Ce quartier d'affaires, il apporte une expérience urbaine à une certaine catégorie de population, tout en ayant des effets d'entraînement très forts sur l'emploi pour les populations locales et un effet d'attractivité majeur pour des cadres internationalement mobiles. Il y a énormément d'entreprises qui s'installent depuis 20 ans, depuis 10 ans, ou 15 ans sur ce territoire. Aujourd'hui, on étend Euroméditerranée vers le nord. Euroméditerranée vers le nord, ça veut dire aborder un territoire qui avait peut-être les mêmes atouts, je reprends le terme de Jean-Luc Chauvin, ce balcon sur la mer, ce cadre, cet écrin incroyable de la baie de Marseille, mais en même temps les mêmes difficultés que la Joliette il y a 20 ans, c'est-à-dire une pénalité apportée par les infrastructures qui se sont accumulées sur cet espace et qui ont un effet de ségrégation, de coupure, avec un appauvrissement de la population et un tissu urbain qui est très déqualifié, qui ne correspond plus au centre d'une grande métropole mondiale. Donc, quand on aborde cette question-là, on dit par où faut-il commencer ? Est-ce qu'il faut commencer par, comme on l'a fait par le passé, enterrer, faire un tunnel à la place d'un autopont, transformer une place, etc. Non. On répond par qui est-ce qu'on veut faire venir ? Et donc, quels sont les usages, quelle est l'expérience utilisateur qu'on veut installer dans cet espace-là ? Alors, je reviens juste sur le « on », pour répondre un peu aussi à ce que disait Robin Rivaton. Je crois qu'il existe aujourd'hui des outils, notamment dans un périmètre comme le nôtre, qui se veut un laboratoire de la métropole, et qui lui permettent de sortir de cette perception un peu figée du droit de l'urbanisme et de la méthode de conception des espaces, qu'on appelle la programmation, cher à mon voisin, l'idée qu'il faut faire quelque chose quelque part et pas autre chose, qui pose un vrai souci. Ça s'appelle par exemple le permis d'innover. En opération d'intérêt national, on peut instruire, on peut aider les services instructeurs à déroger aux règles d'urbanisme qui sont posées sur une parcelle donnée, dès lors que l'aménageur public, pour l'instant c'est essentiellement les opérateurs d'État, mais demain ça va s'élargir aux grandes métropoles, garantissent que le résultat qu'on voulait donner à la norme programmatique est atteint par l'innovation. On vient de sélectionner un certain nombre d'innovateurs, là c'est tout récent. Enfin, c'est pas moi, c'est le ministre qui l'a fait. Et justement, on se pose cette question de manière très, très directe, c'est les innovations, les premières qu'on va apporter, comment est-ce qu'elles peuvent apporter le plus de qualité d'usage ? Et on se rend compte que ce n'est pas forcément les plus systémiques qui, à court terme, vont venir changer la vie des habitants. On a une très jolie innovation qui est en plus portée par une entreprise aubagnaise, dont je ne boude pas le plaisir de la citer, qui s'appelle The Box Hélène, qui consiste à modifier en fait la conformation des boîtes aux lettres dans les cages d'escalier. Les boîtes aux lettres standardisées, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Et la réalité, c'est c'est imposé par la norme. Alors, c'est pas une norme d'urbanisme, c'est une norme d'exploitation postale. Mais ça prend beaucoup de place. Et la réalité, c'est qu'on ne reçoit pas tous en même temps, pas les 25 ou les 30 habitants de la cage d'escalier, un colis qui nécessite une boîte standardisée le même jour. Alors, leur solution,
sans déflorer, consiste à se dire qu'on peut mutualiser ces boîtes un peu plus grosses pour n'avoir que des boîtes postales, des boîtes courrier qui prennent beaucoup moins de place, et on peut faire autre chose de cet espace gagné dans la partie commune. Bon, c'est un exemple tout simple, mais ça me paraît assez emblématique. Qu'est-ce qui fait qu'on va y arriver à la fin? C'est-à-dire quand on aura fait nos 2 millions de mètres carrés, qu'on aura réussi. C'est si ce qu'on aura testé. Alors, effectivement, c'est le côté expérimental. Nous, on a parlé jusqu'ici beaucoup de démonstrateurs. Mon voisin là-bas parlera sûrement du grand démonstrateur Massileo, qui était tout à fait exemplaire à cet égard. Mais le démonstrateur, c'est un truc où vous faites de l'innovation incrémentale. Vous savez que l'étape d'après, vous allez pouvoir poser un projet qui va révolutionner parce que la technologie est mature et parce que le marché est mature. L'innovation durable, c'est une innovation qui se finance. Je le dis souvent. L'expérimentation, ça nous amène, alors là vraiment tous collectivement, à aller un peu plus loin. Euroméditerranée connaît bien les entreprises, connaît bien l'écosystème économique, puisque c'est sur ça qu'il s'est fondé. Et la CCI est vraiment un partenaire de premier plan à cet égard. Nous avons tous ensemble la responsabilité de mettre ensemble des territoires qui sont prêts à changer, des innovateurs qui sont prêts à proposer des solutions pour amener le changement, et des décideurs publics. Alors ça part de moi dans mon petit bureau jusqu'au maire de Marseille ou à la présidente de la métropole, le président de la région, la présidente du département, qui sont tous à notre conseil d'administration d'ailleurs, qui sont prêts à accepter ce changement et à proposer que ce qui est aujourd'hui une expérimentation devienne une norme demain, devienne un standard, ou comment la norme laisse la place à ce standard. Et c'est là qu'on aura réussi. C'est si ce qu'on teste sur Euromed, avec des erreurs, avec des réussites, que les réussites et les échecs, on en tire l'enseignement pour que l'ensemble de l'écosystème métropolitain et au-delà, jusqu'au national, pourquoi pas, en tire les fruits en disant ben là-bas, il y a eu beaucoup d'intelligence mise, beaucoup d'argent peut-être, mais tout le monde en bénéficie. Donc on a investi pour l'avenir. Forcément, on aimerait bien avoir l'avis de votre voisin de gauche. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Peut-être je voudrais dire quelques mots sur la partie, une sorte d'entrée métier. En quoi, effectivement, la Smart City, les territoires d'intelligence, je préfère d'ailleurs cette formule, les territoires d'intelligence à la Smart City, qui donne un peu trop écho à des questions de technologie. Et c'est pas, on vient de le voir depuis tout à l'heure, la technologie n'est pas le premier enjeu selon nous. Je vais prendre 2-3 exemples, effectivement, qui, nous, en tant que conseillers des territoires et des décideurs publics, nous interpellent par rapport à nos pratiques. La première, c'est la question de la donnée. On sait très bien entendu, que l'intelligence territoriale, elle s'appuie sur la diversification, la démocratisation de l'accès à la donnée. Les agences d'urbanisme, on était traditionnellement assez bons dans la question de la donnée. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne résiste pas, on pèse rien par rapport aux fameux GAFA et à leur capacité de traiter de la donnée. Donc ça nous oblige à réinventer un peu nos métiers et se dire on ne pourra jamais lutter contre les GAFA. Par contre, on va pouvoir faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. On va apporter une valeur ajoutée, on va donner une information supplémentaire, on va croiser de l'information, on va la visualiser. Donc on ne cherche pas à être, j'allais dire, bêtement concurrent des grands possesseurs ou distributeurs de données, mais on essaye d'apporter une valorisation supplémentaire par rapport à des pratiques un peu spécifiques. Et donc, y compris dans nos métiers, dans l'agence d'urbanisme, on avait des gestionnaires de données, maintenant on ne les appelle pas encore des data scientists, mais on voit bien qu'il faudrait effectivement qu'ils se transforment effectivement en data scientists si on veut continuer à pouvoir servir à nos partenaires publics pour lesquels on travaille dans le cadre de l'aménagement urbain, des données qui sont indispensables pour prendre les bonnes décisions. Et on plaide pour un positionnement un peu de tiers de confiance, parce que moi j'ai été étonné une fois d'un chiffre de quelqu'un, alors je n'ai pas pu le vérifier, on nous disait que d'ici quelques années, la valeur des données dans le monde serait plus importante que la valeur des marchandises. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas pu vérifier, mais c'est un peu effrayant quand même, c'est un peu effrayant. Donc ça veut dire que c'est une valeur commerciale et économique très très forte. Alors que nous on se situe plutôt dans le service, dans l'usage, on voudrait être tiers de confiance par rapport à ces données. Le deuxième exemple un peu de modification de métier, c'est la fabrique urbaine.
donc Rémi en a parlé. On est effectivement face devant nous à des défis très très importants à relever. On travaille avec la ville, avec d'autres collectivités sur le centre-ville de Marseille, sur l'opération Quartier Libre, qui est une opération très, très délicate autour de la gare, dans le quartier Belle de Mai, dont on connaît les difficultés sociales notamment. Et donc là, il faut arrêter avec le prêt-à-porter. Là, il faut faire du sur-mesure. Donc la partie expérimentation que teste Rémi sur Euromède, peut-être qu'on pourra après la généraliser sur des territoires plus classiques, plus urbains. De la ville, on va dire, banale, entre guillemets. Donc, effectivement, ça modifie beaucoup nos pratiques et nos façons de voir les choses sur le rapport, l'approche servicielle, en quoi, effectivement, l'approche servicielle a modifié complètement la question du commerce. La question de la mobilité, c'est souvent bien sûr l'exemple qu'on cite en premier, mais c'est très important. Le rapport au travail, le rapport au lieu de travail, et tout ça, effectivement, les règles d'urbanisme, un peu dans le prêt-à-porter que j'évoquais là, elles ne savent pas répondre à ça. Donc il faut qu'on soit sur des réponses un peu sur du sur-mesure. Un autre exemple aussi de travail très important qu'on commence à faire, c'est là, et toutes les métropoles sont concernées, c'est qu'est-ce qu'on fait des grandes zones commerciales. C'est-à-dire, on a laissé partir les zones commerciales, on va pas revenir sur les raisons, hein. Elles sont là aujourd'hui, mais on voit bien qu'elles ne sont plus du tout adaptées, notamment par rapport au commerce. Le citoyen, le consommateur, il a un rapport au commerce dont on sait qu'il a profondément changé ces dernières années. Et donc on a des outils commerciaux qui sont inadaptés. On a des villes émergentes, mais qui n'en ont pas l'urbanité. Donc on a devant nous, effectivement, des chantiers extraordinaires. Et là aussi, on fera faire du sur-mesure, parce que la règle d'urbanisme classique, elle est tout à fait inopérante pour régler ces questions de territoires spécifiques qui appellent des réponses spécifiques. Dernier point, et j'en termine. Nous, notre rôle, on est outil d'aide à la décision, donc on conseille à l'amont des décideurs publics, dont la Chambre de commerce. La Chambre de commerce est membre de l'agence, tout comme l'Euroméditerranée. Et donc, on voit bien que le rapport aux citoyens, il a complètement changé. Avant, dans les réunions, on arrivait un peu de façon, on était un peu sachant, on avait la connaissance et on distribuait, on donnait de la connaissance à des personnes qui n'en avaient peut-être pas. On se rend compte qu'on est à égalité aujourd'hui. Les gens à qui on s'adresse, ils savent autant que nous. Et donc, ça réinterroge le rôle du technicien, du conseiller technique, comme ça réinterroge également le rôle de l'élu. L'élu, effectivement, il est mis en difficulté aujourd'hui, puisqu'il a face à lui des experts, des contre-expertises, des gens sachants. Et donc, la façon de faire de la médiation urbaine, par exemple, a complètement changé. Là aussi, c'est des métiers qui existent dans certains quartiers dits politiques de la ville, où il y a une tradition de médiation urbaine qui était peu développée dans les autres quartiers, là aussi des quartiers banal, entre guillemets. Donc il faut aussi qu'on modifie un peu nos pratiques, notamment en termes de médiation urbaine. Vous avez évoqué en début de propos la data, du coup je me retourne vers Robin Rivaton. La data aujourd'hui, on essaye de l'exploiter. À quoi ça peut servir aujourd'hui et surtout à quoi ça peut servir demain ? La donnée est au cœur de nos villes modernes. Pour aller reprendre un tout petit peu de champ, aujourd'hui on a dit depuis le début de cette conférence que c'était le siècle des métropoles. Tout le monde voulait vivre dans les métropoles, c'est très vrai. On ne va pas construire de métropoles modernes. Si les êtres humains sont des bassins de population, c'est qu'ils sont depuis des centaines d'années, voire des millénaires, donc on ne va pas construire de villes nouvelles. Et par contre, on va devoir réinventer les villes anciennes. Et ça, c'est encore une fois tout l'enjeu. Ce qu'on a vu depuis 50 ans, j'ai regardé les chiffres ce matin pour Marseille, mais c'est valable pour Paris. On regardait la part de Marseille en tant que ville dans la population de PACA. C'est passé en 50 ans, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, de 28% à 17%. Pour Paris, c'est passé de 33% à 17% de l'Île-de-France. Donc le poids des cœurs de ville s'est effondré dans la part de ces grands territoires et de ces grandes agglomérations. Pourquoi ? Parce que l'urbanisme, les bâtiments qui sont aujourd'hui dans ces centres-villes ne sont pas adaptés aux besoins et à ce qu'on veut en faire, ce que veulent en faire les gens. Donc on a vécu cet étalement, cette congestion urbaine, et aujourd'hui on a une chance qui est de se dire il y a un mouvement, cette fois qui est accompagné par les gens, qui veulent retourner dans les centres-villes. Donc on a une capacité, en tout cas il y a la volonté cette fois, de pouvoir recréer ces centres-villes, de pouvoir les réinventer. Mais la question c'est la vitesse là-dessus. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un enjeu de densification rapide sur des fonciers qui sont rares. Et donc l'enjeu qui est aujourd'hui le nôtre, et qui est d'imaginer des réponses dérogatoires à tout ce qu'on a vécu, vraiment à tout ce qu'on a vécu, ou alors qu'on a fait dans des cadres extrêmement spécifiques des quartiers politiques de la ville. Mais aujourd'hui, on doit réimaginer des opérations d'aménagement massives
massive avec des méthodes de construction nouvelles, mais vraiment totalement nouvelles, qui sortent complètement des champs de l'expérimentation marginale aujourd'hui. Et c'est en train de se passer, notamment dans beaucoup de villes asiatiques. Vous parliez de ce que fait aujourd'hui Singapour avec l'aéroport de Changi, mais on pourrait citer ce qu'est en train de faire la municipalité de Pékin, qui est en train déjà de raser la première génération de bâtiments qu'ils avaient mis en place pour faire accéder l'exode rural des années 80. Donc ils sont en train de raser ça pour reconstruire. Et sans vouloir polluer plus, c'est pas l'objectif, mais on doit imaginer des méthodes de construction totalement, et d'aménagement, puisqu'elles vont avec, totalement nouvelles. Et ça, c'est un enjeu vraiment qui est pour moi l'enjeu clé. Quand on voit, c'était avant-hier, un groupe comme Amazon qui est un cybercommerçant, des gens qui vendent des objets par Internet ou même qui mettent en relation des vendeurs avec des acheteurs sur Internet, qui investit plusieurs dizaines de millions de dollars dans une boîte qui fait de la préfabrication aux États-Unis pour intégrer directement dans les bâtiments ces objets connectés. Je reviens à votre question sur la donnée, pour intégrer directement tout son écosystème d'objets connectés directement dans les murs, dans les sols, dans les fenêtres, dans tout ce que vous voulez à l'intérieur du bâtiment. Voilà où en est la Smart City à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'avancer très très vite sur des nouvelles méthodes de production du bâti, et beaucoup plus vite que nos opérations à nous, à Marseille, mais comme ailleurs. Je prends l'exemple du Grand Paris que je connais très bien. On a des opérations où on va recoudre un tissu urbain avec un autre, on va enlever une friche industrielle ici ou là, c'est très bien, mais c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu qui est le nôtre. L'enjeu qui est le nôtre, c'est d'investir tout d'un coup des dizaines, des centaines de milliards d'euros. À Paris, on a besoin de 70 milliards d'euros pour repenser, pour accompagner ce mouvement d'investissement dans le Grand Paris Express. Et ce qui est valable pour ce territoire vaut pour tous les autres. Et comme vous l'avez dit, l'argent n'est pas le problème. C'est pas l'argent qui est le problème. L'argent, c'est juste une question de rapport au temps. Donc si on veut tout d'un coup investir et qu'on se dit qu'en fait, il y a un avenir pour ces villes-là, l'argent, c'est l'ajustement. La valeur de l'argent, c'est la valeur qu'on donne au temps. Donc si on souhaite investir, on trouvera l'argent. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que je constate, c'est qu'on a une démarche qui est trop parcellaire. On fait des choses, on expérimente sur des territoires, mais on se retrouve quand même beaucoup avec des bâtiments parfois qu'on préserve pour des mauvaises raisons, sous prétexte de dimension historique, culturelle, des bâtiments qui sont de mauvaise qualité, mauvaise performance énergétique, mauvaise performance acoustique, mauvaise performance de vie, qui ne sont pas adaptés et que les gens ne veulent plus habiter, mais qu'on préserve sous prétexte de le préserver, et qu'on ne s'adapte pas et qu'on n'est pas capable de faire évoluer nos villes suffisamment rapidement pour les mettre en conformité avec les souhaits des habitants d'aujourd'hui, mais des habitants de demain, des habitants de l'étranger, puisqu'on a des villes aussi qui sont censées attirer de plus en plus, qui sont en compétition mondiale. Vous l'avez dit, pour Marseille, c'est Barcelone, c'est Milan, c'est toutes les métropoles régionales, et c'est ainsi de suite pour les autres grandes métropoles où on est en concurrence les unes avec les autres. Et avoir un tissu urbain, au-delà des infrastructures de transport, ou d'avoir un tissu urbain, encore une fois, du bâtiment qui n'est pas à la hauteur, c'est quelque chose qui nous pénalise. Donc on doit avoir vraiment une ambition, et je pense que c'est un enjeu très fort d'être capable de refaire un peu ce que la France a été capable de faire dans les années 50, 60, avec des programmes d'aménagement extrêmement importants. Je dis souvent que les quartiers politiques de la ville, ça a été un échec urbanistique, ça a été clairement un échec urbanistique, mais ça a été des performances architecturales, puisqu'on a sorti quand même tout d'un coup des millions de gens qui vivaient dans des taudis, qui vivaient vraiment dans des bidonvilles, et on les a sortis, on les a mis dans des immeubles qui effectivement ont été un échec, encore une fois, d'urbanisme, parce qu'on a concentré tous les problèmes à un seul endroit, donc ça, en général ça ne peut pas marcher, mais on a quand même donné un toit, des toilettes et de l'eau courante à des gens qui vivaient dans la boue jusqu'à présent. Et donc on a un enjeu aujourd'hui qui est de repenser la ville vraiment dans cet ordre de grandeur, avec autant d'ambition qu'on l'a fait par le passé, et ne pas seulement être sur ce petit aménagement à la marge où on fait opération après opération, et malgré tout on ne suit pas du tout le rythme des évolutions des autres métropoles mondiales qui sont en train d'aménager l'espace de manière très très efficiente. Alors en Chine c'est vraiment, mais bon, c'est un modèle qu'on ne va pas développer chez nous, clairement pas, mais il y a quand même un aménagement de l'espace qui est très efficient. Et aux États-Unis, c'est plus de liberté qui est laissée au secteur privé, donc c'est plus ce secteur privé qui porte ce redéploiement urbain, mais ça permet à des villes de complètement se réinventer. Il y a des villes comme Los Angeles qui a une image encore très passéiste dans la tête de beaucoup de gens, qui est une ville qui est en totale réinvention.
et ainsi de suite. Et à l'inverse, les villes qui sont figées sont des villes qui vont mourir, même si, un exemple, San Francisco, c'est une ville qui aujourd'hui donne l'impression d'être extrêmement prospère, et elle l'est, mais c'est une ville qui est la plus figée du monde. On a construit 1600 logements par an depuis 10 ans, qu'on ne construit rien dans une ville qui est en pleine croissance économique. Et ce schéma-là, c'est une ville qui, à moyen terme, la condamne. Et j'ai un peu peur que notre modèle français ne soit pas suffisamment disruptif pour prendre en compte cette marge du monde. Jean-Luc Chauvin. Oui, moi je voudrais revenir sur ce que dit Robin. Je partage, à quelques exceptions près. D'abord, oui, effectivement, en Europe, les bassins de population qui feront les métropoles demain sont identifiés, pas ailleurs dans le monde. En Afrique, on va créer les métropoles, les gens vont se rassembler. C'est une question d'avancer. En Asie, tu es en train de le dire, les gens sont en train de se rassembler. Donc la concurrence, c'est les métropoles émergentes, c'est-à-dire les conurbations, les rassemblements de population et les éléments à côté. Et oui, je partage ce que tu dis. En France et en Europe, on n'a pas pris la mesure de l'enjeu qui est le nôtre. Si on veut être des métropoles attractives, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est bien toutes les expérimentations que l'on fait, sauf qu'à un moment donné, ça doit être juste le déclic et il faut aller plus vite. Quand on voit, excusez-moi, et je vais être un peu critique, c'est merveilleux ce qu'on fait avec Euroméditerranée, mais quand on voit qu'au bout de 23 ans, on attaque la tranche 2, et qu'on met dans la tranche 2 ce sujet du bien vivre, on met de l'expérience, on met de l'habitant, ça veut dire que pendant, 20 ans, on a fait du bureau. Qu'est-ce qui se passe le soir? Qu'est-ce qui se passe le week-end sur ces espaces qui ont été réutilisés? Et donc, on commence à comprendre l'enjeu qui est lié à l'expérience de vie du citoyen. Et si on le comprend et qu'on fait des expérimentations, ce qui est une chance pour notre territoire ici, maintenant, on ne peut pas se contenter d'expérimentation. Il faut aller vite. Ça veut dire qu'il faut absolument que chacun comprenne que ce n'est plus les élus qui vont financer. Ils doivent donner le cap et ils doivent tous être alignés sur ce cap pour aller chercher l'argent où il est. Il y a beaucoup d'argent disponible chez les entrepreneurs et dans le monde aujourd'hui. Et cet argent se pose là où il y a les projets les plus ambitieux, mais pas un projet, pas une idée, mais une vision globale d'un territoire ambitieux et qui permet de faire. Et ici, on est capable de montrer qu'on sait faire. On a parlé des expérimentations que tu fais actuellement, Marseille, la fabrique. On va parler de The Camp. On a un certain nombre d'autres sujets. Tout à l'heure, Daniel disait, on connecte. On fait bientôt Vallon-Rény. Tout ça, c'est que des petits bouts. C'est que des expérimentations. Il faut passer à l'étape d'après. Ça coûte cher. Les décideurs publics doivent exclusivement être là pour donner l'autorisation. Alors, je dis deux choses complémentaires et je m'arrête là. D'abord, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que Marseille, en fait, c'est une ville centre qui est faite, et donc les villes-centres perdent de la population, Robin l'a dit, je partage, c'est vrai, parce qu'on est allé s'agréger autour, et je vais donc revenir sur cette idée en disant Marseille, c'est une ville-centre qui est faite d'une agglomération de villages. Historiquement, Marseille, c'est une agglomération de villages, à laquelle répond l'agglomération des petites et moyennes villes du territoire métropolitain, juste avant de l'Interco. C'est-à-dire qu'on a créé Marseille avec une agglomération de villages, et depuis la naissance des intercos, on a créé une agglomération de petites et moyennes villes dans lesquelles les gens étaient sortis de Marseille pour des raisons de niveau, de qualité de vie, d'habitat, de tout ce qu'on dit, mais d'expérience, donc au fond, d'expérience. Et on a créé cet ensemble qu'on appelle aujourd'hui la métropole, qui nous permet de jouer. Voilà. Moi, je crois qu'on est vraiment dans cet enjeu-là. Nous, pour la Chambre de commerce, on a deux sujets très forts là-dessus, parce que je vais revenir à ce qu'on doit être. Le premier sujet, c'est qu'on doit participer à la transformation du territoire par rapport aux grands standards internationaux, les infrastructures indispensables, mais aussi l'expérience. Voilà, l'expérience, la qualité de vie, le lien entre nous, tous ces objets. Et le deuxième sujet, c'est qu'on doit, nous, capitaliser sur l'énergie du tissu entrepreneurial, et notamment toute l'innovation qui existe sur ce territoire, toutes nos startups, tous nos centres de recherche, tous ces éléments, pour accélérer les expériences et pour en tirer du business, parce que ça créera de la richesse ici, pour développer ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit un lab permanent, une vitrine de ces expériences et qu'on les applique ici plutôt que les laisser appliquer ailleurs pour pouvoir ensuite les passer à l'échelle, après le proof of concept, comme on dit, on passe à l'échelle mise en production, quoi. Voilà. Ça, c'est notre enjeu du territoire. Et si on est sur un forum Smart City, et si on veut se dégager par rapport à d'autres métropoles, il faut, si on veut prendre un peu de temps d'avance par rapport aux métropoles françaises, mais toutes les métropoles françaises sont en retard, y compris Paris, tu le disais, Robin, on n'a qu'une solution, c'est de rentrer dans cet état d'esprit-là. Il faut qu'on aille se benchmarker avec le top de ce qui se fait dans le monde.
Et pour ça, je pense que l'Asie est encore plus en avance que les États-Unis, parce qu'elle part souvent de jeux pas construits. Et on aura derrière 2 grandes zones du monde où ça va aller très vite, c'est l'Inde et c'est l'Afrique. Alors apparemment, vos propos ne laissent pas indifférent. Monsieur Brunner. Non, je connais bien les propos, la façon de penser de Jean-Luc, je la partage complètement. Je vais simplement apporter, non pas 2 nuances, mais 2 conditionnalités. La première, pour moi, dans tout ce qu'il a dit, c'est éviter aussi les politiques stop and go. Et c'est vrai que souvent dans les problématiques d'aménagement du territoire qui vont bien au-delà de l'urbanisme, l'urbanisme étant une des sous-catégories, entre guillemets, de l'aménagement du territoire, la politique de stop and go, elle ne donne pas de la lisibilité. Donc c'est un problème spécifique, et c'est souvent, la question est souvent d'ailleurs posée à l'État qui légifère. Et la deuxième chose, notamment quand il fait des comparaisons avec Singapour, il faut pas oublier que Singapour c'est une ville-État, c'est un État Singapour, hein, c'est pas une ville, c'est un État. Pékin, le problème de démocratie politique en Chine, c'est pas le sujet de la table ronde. Commencez pas à digérer, s'il vous plaît. City, on veut pas la démocratie. Non, tout ça pour dire que la question de la couverture, on le voit bien nous, alors je ne suis qu'un technicien, moi je ne me permettrai pas de parler à la place des élus, mais on voit bien effectivement que la façon dont les responsabilités sont partagées sur un territoire, le rôle du maire, sa capacité à initier des choses qui ne sont pas nécessairement cohérentes avec celles du voisin, tout ça, on va dire, l'apport, enfin l'approche institutionnelle et la gouvernance locale, c'est des choses qui sont très... Monsieur Chauvin, Monsieur Frémaux, vous pourriez écouter ce que dit Monsieur Brunner, ou alors vous nous faites partager. Il connaît mon point de vue ici. Non, mais ils discutent tous les deux tout seuls. Donc voilà, moi je pense que tout ce qu'a dit Jean-Luc, je suis complètement d'accord, mais il y a des conditionnalités, c'est effectivement des politiques au long cours qui évitent le stop and go, et la question de la gouvernance, du rôle des élus, des politiques communales qui ne sont pas nécessairement cohérentes avec les politiques intercommunales. Monsieur Rivaton évoquait la proportion en baisse des villes-centres, et parce qu'on a fait de l'étalement urbain. La loi SRU qui est censée gérer l'étalement urbain, elle est de 1999. J'avais participé en tant que conseiller un peu à son écriture. On fait tous le constat que c'est un échec. On n'a pas réussi. Et quand on regarde, nous, si vous allez sur le site de la Gamme, je fais un peu de pub, vous allez voir un peu pas les projections, mais on explique un peu l'évolution de l'urbanisation sur 20 ans. C'est encore les petites communes aujourd'hui qui se développent. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui, c'est un échec. L'étalement urbain, la maîtrise de l'étalement urbain est un échec ici comme partout ailleurs pratiquement en France. Et le gros problème de cette agglomération, de cette métropole, c'est sa sous-densité. C'est un mot qu'on a du mal nous-mêmes quand on travaille avec des élus, quand on évoque la densité d'une opération, on voit qu'on n'est pas très bien accueilli. On nous fait des gros yeux des fois. Mais le problème numéro 1 de cette métropole, c'est sa sous-densité, qui a généré des dysfonctionnements extraordinaires. Mais c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à prendre le contre-pied, mais je pense que c'est la seule solution pour trouver effectivement une ville un peu durable, une ville qui se renouvelle. Il faut fixer une limite. À un moment donné, il faut fixer la limite. Et personne ne veut la fixer. C'est trop compliqué, il y a trop d'enjeux. Monsieur Constantino, et après j'aimerais avoir l'avis de Monsieur Frémont sur... Dis juste un mot sur la question posée au départ, c'est-à-dire la data. Pour moi, elle apporte quand même 2 réponses, y compris à ce qui a été dit autour de nous. D'une part, on a un territoire qui a de très forts atouts, pas seulement d'attractivité, mais la forme urbaine du tissu marseillais, du centre-ville, des villes du Sud, avec la conception des rues, les couvertures, etc. Je ne reviens pas dans le détail. C'est aussi une force pour faire face au changement climatique, qui est peut-être notre plus gros driver à court terme. Et donc, évidemment, c'est difficile de réintervenir dans le tissu constitué quand il est aussi cohérent et aussi dense. Donc la donnée, la capacité à apporter des services totalement dématérialisés, c'est aussi une manière de recréer la valeur dans un tissu qui est assez figé en termes de valeur immobilière, et donc de faire venir d'autres gens. C'est exactement ce qu'on souhaite faire, nous, sur l'extension, sur le périmètre nord, un territoire qui est totalement sous-équipé. C'est presque un désert au sens du service, au sens serviciel, de l'expérience utilisateur. Donc on se dit que rentrer par cette couche supplémentaire, non physique ou très peu physique, qui permet d'apporter beaucoup de valeur ajoutée avec peu d'investissement en infrastructure, c'est un enjeu, du hard, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est d'ailleurs, je fais un petit peu de pub moi aussi, une des orientations de notre concours Med Innovant qui est en cours aujourd'hui. C'est la 7e édition et qui s'adresse aux innovateurs. Clôture, on le pilote avec la Chambre et avec la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée et beaucoup de sponsors et partenaires que je remercie. Clôture des candidatures, je crois, on me contredira, mais c'est autour du 15 octobre, donc il faut se dépêcher. Très bien.
Moi, je voulais avoir l'avis de M. Frémont. On a parlé du fait qu'il y avait de l'expérimentation qui se faisait. Vous en faites sur le territoire et vous pourriez effectivement parler de Massilio, mais aussi qu'il faut aller vite. Comment est-ce qu'on conjugue les deux? C'est-à-dire, à la fois, il faut faire de l'expérimentation, mais il faut aussi ne pas prendre trop de temps. C'est bien cette alchimie subtile qui gouverne la réussite ou non des projets. D'abord, je dirais que effectivement, Marseille, c'est un terrain de jeu extraordinaire parce que c'est un territoire en évolution permanente. D'ailleurs, il y a des grues, et je le précise, et des échafaudages à Marseille, bon signe, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes de France. Et je rappelle, juste puisqu'on parlait de la Chine, qu'une grue sur 2 dans le monde est chinoise, puisque, vous savez, il y a des gens qui travaillent sur les niveaux de concentration d'échafaudage et de grues pour déterminer le niveau d'activité économique des territoires. Alors, effectivement, les réponses, elles sont locales. Comment concilier des enjeux globaux avec des réponses locales? Donc, pour répondre à votre question, c'est d'abord la vision long terme, ensuite la constance. Le financement est un sujet second, je suis d'accord avec vous. Ensuite, c'est la capacité à réaliser les infrastructures si le driver est celui de la lutte contre le changement climatique, la résilience des villes, la supportabilité, qui vont garantir le développement économique, la qualité environnementale, la fluidité, la mobilité. Et bien entendu, il faut envisager d'intégrer les infrastructures à l'amont et pas à l'après. Il y a beaucoup de grandes villes mondiales qui traitent des infras d'abord avant de construire les quartiers. Alors, de ce point de vue, Remède est un levier fantastique puisque, effectivement, il permet, au-delà de l'expérimentation, de travailler sur des têtes de série, des démonstrateurs qui auront vocation à être ensuite industrialisés et à constituer une expérience, une expertise et puis une qualité d'offre de services au niveau international pour beaucoup d'entreprises françaises, j'en suis convaincu. Donc effectivement, un mot rapide sur Massileo, puisque vous m'y avez invité, et puis parce que Rémi Costantino l'a cité tout à l'heure, je crois que c'est assez vertueux. C'est au fond, sur les solutions locales, incontestablement, l'eau est un déterminant, structurant, donc il constitue quand même une valeur ajoutée considérable dans le potentiel marseillais. Et donc, partant de là, nous avons essayé d'imaginer, à l'occasion de la construction de Marseille, de faire appel à l'eau de mer et à la mutualisation énergétique des bâtiments pour produire du chauffage, de l'eau chaude et de la climatisation. Et donc, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, rappeler que c'est simplement une boucle d'eau tempérée qui relie la station et qui récupère les calories sur eau de mer, qui est situé dans le port de Marseille et qui nous permet, au fond, dans la conception de ce qu'a été Marseille, dans une approche énergétique collective de l'ensemble des bâtiments, et pas des bâtiments pris les uns après les autres, mais d'avoir une approche dynamique en matière d'offres et de demande des bâtiments, puisque les bâtiments demain vont aussi produire, ils vont autoconsommer, ils vont être intelligents. Et cette solidarité entre les bâtiments, elle est adossée à une production largement décarbonée et naturelle et locale et inépuisable. C'est ce qui fait l'intérêt du projet de Massileo, qui est un référent en Europe, je pense, et reproductible, et qui a permis d'afficher sur ce projet de quartier 75% de production d'ENR et une économie de 80% de CO2. Voilà, donc c'est considérable, mais on peut dire que là, on passe non seulement dans la décarbonation, mais aussi la production de renouvelables, de systèmes énergétiques locaux embarqués qui permet de solidariser, de mutualiser l'ensemble de la demande et de la production sur un quartier entier, et sachant que ce modèle est duplicable, bien entendu, sur le développement à venir de Remède, dès lors qu'on aura intégré ça à l'amont dans la conception du développement de ce quartier. Voilà. Très bien. Merci à tous.